C'était une nuit douce d'automne, et les feuilles mortes craquaient sous le vent léger qui glissait entre les arbres du quartier. Mes parents avaient décidé de sortir dîner pour célébrer leur anniversaire et m'avaient laissé seul à la maison pendant quelques heures. J'avais insisté sur le fait que je pouvais parfaitement me débrouiller toute seule. Après tout, j'avais déjà 17 ans, et j'avais déjà passé des nuits seule auparavant. Cependant, malgré ma confiance apparente, il y avait toujours quelque chose dans la maison vide qui m'inquiétait. C'était comme si l'absence de bruit et le manque de mouvement accentuaient chaque petit son, chaque ombre, et me rappelaient à quel point j'étais vraiment vulnérable quand il n'y avait personne d'autre autour. Cette nuit-là, après avoir dit au revoir à mes parents avec une étreinte et leur avoir promis que tout irait bien, je me préparais à profiter de ma solitude. L'idée d'avoir la maison pour moi toute seule me paraissait un petit luxe. Je pouvais regarder le film que je voulais, manger ce qui me plaisait, et personne ne serait là pour m'interrompre. J'allumais la télévision dans le salon, sélectionnais un film à suspense que je voulais voir depuis des semaines, et je me pelotonnais sur le canapé avec une couverture et un grand bol de pop-corn. Les premières minutes du film se déroulèrent sans incident, et bientôt, je me plongeais dans l'intrigue, me laissant happer par le suspense. Cependant, alors que les images remplissèrent l'écran, je commençais à ressentir une inquiétude subtile, comme une sensation au fond de mon esprit dont je ne pouvais me débarrasser. Au début, je l'attribuais au film. Après tout, les thrillers sont faits pour te rendre nerveux, pour te faire sentir que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Mais à mesure que les minutes passaient, cette inquiétude grandissait en intensité. Mon attention commença à se détourner du film, et mes yeux se mirent à errer dans la pièce, comme si je m'attendais à voir quelque chose de déplacé. Le premier bruit qui attira mon attention fut un craquement à l'arrière de la maison. C'était si faible que cela aurait pu être facilement rejeté comme la maison qui travaille, une planche lâche ou peut-être une branche frappant contre une fenêtre. Mais le son était suffisamment distinct pour que mon corps réagisse instinctivement, se tendant. Je mis le film en pause, espérant entendre autre chose, n'importe quoi qui confirmerait que je n'étais pas seul. Pendant un long moment, le silence fut total, interrompu seulement par le murmure lointain du vent et le tic-tac constant de l'horloge au mur. Juste au moment où je commençais à me convaincre que ce n'était rien, le craquement se répéta, cette fois plus fort et plus net. Il provenait du rez-de-chaussée, précisément de la cuisine. Mon cœur commença à battre fort, et une vague de peur irrationnelle s'empara de moi. Je me levai du canapé lentement, essayant de ne pas faire de bruit, comme si en restant silencieuse je pouvais éviter que quoi que ce soit ou qui que ce soit se rende compte de ma présence. Mon premier réflexe fut d'appeler mes parents. Mais je me retins, craignant de les inquiéter inutilement. De plus, je ne voulais pas passer pour une enfant peureuse qui ne pouvait pas gérer d'être seule à la maison. Au lieu de cela, je décidai d'enquêter par moi-même. Je m'avançai vers la cuisine, les pieds nus frôlant le sol froid en bois, chaque pas semblait résonner dans l'obscurité qui enveloppait la maison. La cuisine était dans la pénombre, seulement éclairée par la lumière bleutée de l'horloge du micro-ondes qui indiquait 10h30. Je m'approchai de la fenêtre au-dessus de l'évier qui donnait sur le jardin et je regardai dehors, espérant trouver une explication au bruit que j'avais entendu. Le jardin était calme, la balançoire pendait immobile et les ombres des arbres s'allongeaient dans l'obscurité, se déplaçant à peine avec la brise. Je respirais profondément, essayant de me calmer. Je me disais que j'étais juste paranoïaque, qu'il n'y avait rien d'anormal. Je fermai les rideaux de la fenêtre, bloquant la vue sur le jardin, et je me retournai pour revenir au salon. Mais à ce moment-là, un autre bruit brisa le silence. Cette fois, c'était un coup, un bruit sourd et lourd qui fit arrêter mon cœur une seconde. Il provenait de l'étage, directement du couloir qui menait à ma chambre. La sensation de panique que j'avais essayé de contenir s'empara complètement de moi. Je savais que quelque chose n'allait pas, quelque chose de terriblement mauvais. J'attrapai le plus grand couteau que je pus trouver dans le tiroir de la cuisine, sentant le poids froid de l'acier dans ma main tremblante. Je n'étais pas du genre à avoir facilement peur, mais cette nuit-là, la peur s'insinuait dans mes veines comme un poison, paralysante et accablante. Je montais les escaliers lentement, chaque marche craquait sous mon poids, résonnant dans le silence sépulcral de la maison. Le couloir était sombre, la seule lumière provenait de la fente sous la porte de ma chambre, qui, à ma surprise, était entr'ouverte. Je me souvenais clairement de l'avoir fermée quand je suis descendu au salon. Un courant d'air froid provenait de la chambre et ma peau se hérissa instantanément. Je m'approchai de la porte,
Mes pas n'étaient qu'un murmure sur le tapis. Je poussai la porte avec précaution, prête à tout, mais la chambre semblait vide. Tout était à sa place, sauf la fenêtre, qui était maintenant grande ouverte, laissant entrer l'air glacé de la nuit. Ma première pensée fut que quelqu'un était entré par la fenêtre, mais comment et pourquoi? La sensation que quelque chose n'allait vraiment pas s'intensifia. Je m'approchai de la fenêtre, regardant une fois de plus vers le jardin, mais je ne vis rien ni personne. Ce fut alors que j'entendis des pas doux derrière moi, comme si quelqu'un s'approchait furtivement. Je me retournai en un instant, levant instinctivement le couteau, mais il n'y avait personne dans la pièce. La porte était toujours entr'ouverte, et le couloir au-delà était dans l'ombre. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque entendre les battements dans mes oreilles. Ce fut à ce moment-là que je ressentis un coup à l'arrière de la tête, si soudain et violent que tout devint noir instantanément. Il n'y eut pas de temps pour crier, pour me défendre. Tout ce que j'éprouvais fut une douleur lancinante, et ensuite l'obscurité totale. Je me réveillai ce qui semblait être une éternité plus tard, avec une douleur pulsante à la tête et la sensation de flotter dans un abîme. La lumière était aveuglante quand j'ouvris enfin les yeux, et il me fallut plusieurs secondes pour réaliser que j'étais à l'hôpital. Les murs étaient d'un blanc immaculé, et le son rythmique d'une machine surveillait mes battements de cœur, remplissant la chambre de son bip-bip constant. J'essayais de bouger, mais une douleur aiguë parcourut tout mon corps, me forçant à gémir. Ma gorge était sèche, et mes lèvres semblaient craquelées, comme si je n'avais pas bu d'eau depuis des jours. Ma vision était floue, et les lumières vives du plafond me faisaient plisser les yeux. C'est alors que je vis les visages inquiets de mes parents, debout à côté de mon lit, leurs yeux remplis d'angoisse et de peur. J'essayais de parler, mais ma voix n'était qu'un murmure rauque. Ils me dirent qu'ils m'avaient trouvée inconsciente à la maison, que j'avais été frappée si violemment que j'avais eu besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer les blessures à ma tête. La réalité de ce qui s'était passé commença à s'enfoncer en moi comme un rocher lourd. Il n'y avait aucun signe de vol, ni de vandalisme. Rien n'avait été volé, rien n'avait été détruit. Ces hommes, qui qu'ils soient, n'étaient pas entrés chez moi pour voler. Ils étaient entrés pour m'attaquer, pour me blesser. Et je n'avais aucune idée de pourquoi. Mon esprit se remplit de questions sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi ma maison? Que voulèrent ces hommes? Mais aucune de ces questions ne trouva de réponse. La police avait enquêté, mais ils n'avaient trouvé aucun indice, aucune empreinte digitale, aucun signe d'effraction, à part la fenêtre ouverte dans ma chambre. Il n'y avait aucun motif apparent, ni aucun schéma qui aurait pu indiquer qui étaient mes agresseurs ou pourquoi ils avaient agi ainsi. La peur que j'avais ressentie cette nuit-là ne me quitta jamais. Je ne pouvais plus dormir sans les lumières allumées. Je ne pouvais plus rester seul à la maison sans qu'une panique irrationnelle s'empare de moi. Chaque fois que j'entendais un bruit étrange, mon esprit retournait à cette nuit-là, à la sensation d'être traqué dans ma propre maison. Je me demandais souvent si ces hommes reviendraient, s'ils reviendraient un jour pour terminer ce qu'ils avaient recommencé. Le pire de tout, c'était de ne pas savoir. L'incertitude me consumait, jour après jour, nuit après nuit. On n'a jamais su qui étaient ces hommes, ni pourquoi ils m'avaient attaqué. Tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est le souvenir terrifiant de cette nuit-là, un souvenir que je n'ai jamais pu effacer, une cicatrice qui ne s'est jamais complètement refermée. Les jours qui suivirent ma sortie de l'hôpital furent un cauchemar constant. Revenir à la maison, à l'endroit où tout s'était passé, fut une expérience qui me laissa le cœur serré. Mes parents essayèrent de me faire sentir en sécurité, en s'assurant que les serrures étaient en parfait état, en installant un système de sécurité avec des caméras dans chaque recoin et en renforçant toutes les fenêtres. Mais rien de tout cela ne parvint à calmer la terreur qui s'était enracinée en moi. La maison, qui était autrefois un refuge, ressemblait maintenant à un piège dans lequel n'importe quelle ombre pouvait cacher un inconnu aux intentions sombres. Les nuits étaient les pires. Le silence de la nuit, qui était autrefois quelque chose de relaxant, était devenu une torture. Chaque craquement, chaque murmure du vent me faisait sursauter. Je me couchais dans mon lit, incapable de dormir, les yeux fixés sur la porte de ma chambre, attendant que quelque chose, quelqu'un, apparaisse. J'avais l'impression constante de ne pas être seul, que ces hommes reviendraient à tout moment pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Et le pire, c'était que je ne pouvais pas expliquer à mes parents l'horreur que je ressentais sans les faire se sentir encore plus coupables de ce qui m'était arrivé.
Mes amis essayèrent de m'aider, mais leur présence ne faisait que me rendre encore plus étrangère à moi-même. Ils ne savaient pas comment me parler, comment agir autour de moi. Au début, ils essayaient de me distraire avec des blagues ou des conversations triviales, mais quand ils voyaient que je pouvais à peine esquisser un sourire, ils restaient silencieux, mal à l'aise. Ils commencèrent à me rendre visite de moins en moins, jusqu'à ce que finalement, je ne les vois plus du tout. La vérité, c'est que je ne pouvais pas leur en vouloir. Moi-même, je ne savais pas comment affronter ce qui m'était arrivé, comment aller de l'avant après une chose pareille. Une nuit, environ une semaine après mon retour à la maison, je me réveillais le cœur battant, comme si quelqu'un m'avait poussé au bord d'un abîme dans mes rêves. J'étais trempé de sueur, et la chambre semblait plus sombre et oppressante que d'habitude. Je m'assis dans le lit, essayant de calmer ma respiration, quand je remarquai quelque chose d'étrange. Une brise froide provenant du couloir. La peur s'empara immédiatement de moi. Cette sensation que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était déplacé, me fit frissonner. Je sortis du lit lentement, comme si mes mouvements étaient ceux d'un automate, contrôlé par l'urgence de découvrir ce qui n'allait pas. Je m'approchai de la porte de ma chambre et, le cœur battant à tout rompre, je passai la tête dans le couloir. La maison était totalement silencieuse, mais la porte de la chambre de mes parents, qu'ils gardaient toujours fermée la nuit, était entr'ouverte. Mon cœur battait plus fort à mesure que je m'approchais de la porte, la poussant doucement avec des doigts tremblants. Quand la porte s'ouvrit complètement, la chambre était sombre, à l'exception de la lumière tamisée de la lune qui se glissait entre les rideaux entr'ouverts. Mes parents dormaient profondément, sans se rendre compte de ma présence. Je voulus les réveiller, leur dire ce que je ressentais, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. C'était comme si un poids invisible m'écrasait la poitrine, me laissant incapable de parler. Je reculai lentement, refermant la porte avec le plus grand soin pour ne pas faire de bruit. En retournant à ma chambre, le froid de la brise que j'avais ressenti auparavant s'était dissipé, mais la panique restait. Je me recouchai, tirant les couvertures jusqu'à me couvrir la tête, comme si ce geste enfantin pouvait me protéger de tout mal qui guettait dans l'obscurité. Je fermai les yeux avec force, priant pour m'endormir, pour échapper à cette réalité terrifiante. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Je restai éveillé pendant des heures, écoutant chaque petit bruit, les yeux fixés sur la porte, attendant que quelque chose ou quelqu'un apparaisse. Le lendemain fut flou. Je me sentais épuisé, comme si je n'avais pas dormi du tout. Les visages de mes parents exprimaient de l'inquiétude, mais je ne dis rien. Je ne pouvais pas leur permettre de savoir à quel point j'étais terrifié. Ils avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient pour me protéger, mais il était évident qu'aucune mesure de sécurité ne pouvait contenir la peur qui vivait maintenant en moi. Au fil des semaines, ma condition ne fit qu'empirer. Je commençai à éviter de sortir de la maison, craignant que les hommes n'attendent dehors, prêts à m'attaquer à nouveau. L'idée de retourner à l'école, d'être entouré de personnes qui ne comprenèrent pas ce que je vivais, était insupportable. Mes parents, inquiets, décidèrent que le mieux serait de chercher une aide professionnelle. Ils m'emmenèrent voir un thérapeute, un homme d'environ 50 ans, avec une voix douce et un air rassurant. Au début, je résistais à parler, sentant que personne ne pouvait comprendre ce que je vivais. Mais peu à peu, les séances commencèrent à aider. Parler à quelqu'un qui n'était pas impliqué, qui ne me regardait pas avec pitié ou inquiétude, me permit de m'ouvrir sur ce qui s'était passé, sur la façon dont je me sentais piégé dans mon propre corps et mon esprit. Le thérapeute m'apprit des techniques de respiration pour contrôler l'anxiété et m'encouragea à affronter mes peurs petit à petit, au lieu de m'en cacher. Mais bien que ces paroles m'apportassent un peu de soulagement pendant les séances, la terreur continuait à s'emparer de moi chaque nuit. Revenir à la normale semblait un objectif inaccessible, et il n'y avait rien que quelqu'un puisse dire ou faire pour changer ce que je ressentais. Les cauchemars devinrent une constante. Dans ceux-ci, je revivais la nuit de l'attaque encore et encore, mais avec des variations qui la rendaient encore plus terrifiante. Parfois, les hommes revenaient, mais cette fois ils ne se contentaient pas de me frapper. Ils me traînaient aussi hors de la maison, m'emmenant dans un endroit inconnu. D'autres fois, je me trouvais piégé dans l'obscurité, incapable de bouger tandis que j'entendais leurs pas se rapprocher de plus en plus. L'impact sur ma vie quotidienne fut dévastateur. J'arrêtai de voir complètement mes amis, m'éloignant de tout contact social. Mes études en pâtirent, et finalement, mes parents décidèrent que le mieux serait que je prenne un congé de l'école. Je passais la plupart du temps dans ma chambre, enfermé à clé, ne sortant que pour les séances de thérapie.
J'avais perdu tout sentiment de sécurité, toute confiance dans le fait que le monde pouvait être un endroit raisonnablement sûr. La police continua d'enquêter, mais il n'y avait ni indice, ni témoin, ni signe de qui auraient pu être ces hommes. Les semaines se transformèrent en mois, et l'affaire fut finalement classée, sans résolution. On ne sut jamais pourquoi ces hommes avaient choisi ma maison, pourquoi ils m'avaient attaqué de manière aussi brutale, ni ce qui les avait motivés à ne pas voler ou causer un autre type de dommage. C'était comme s'ils étaient apparus de nulle part, juste pour déchaîner leur violence sur moi, puis avaient disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient venus. Le fait de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir qui ils étaient ou s'ils reviendraient, était un fardeau que je portais partout avec moi. Peu importait combien de fois le thérapeute me disait que j'étais en sécurité, que les chances que quelque chose de ce genre se reproduise étaient extrêmement faibles. L'incertitude était comme une ombre constante, guettant à chaque coin de rue, attendant le bon moment pour se jeter sur moi. Finalement, après de nombreux mois, je commençais à reconstruire ma vie, même si je ne redevenais jamais la même. J'acceptais que certaines questions ne trouveraient jamais de réponse, et que peut-être, la seule chose que je pouvais faire était d'apprendre à vivre avec la peur. Mais même maintenant, des années plus tard, il y a des nuits où je me réveille en sursaut, sentant le froid de cette brise inexplicable, attendant d'entendre ces pas doux et presque inaudibles, me rappelant toujours la nuit où ma vie a changé à jamais. La plupart des enfants sont excités à l'idée de passer une nuit seuls, sans la surveillance de leurs parents. Cela signifie généralement rester éveillé tard, en regardant des films d'horreur et en mangeant de la malbouffe. C'est ce que j'imaginais cette nuit d'octobre en suppliant et en négociant avec mes parents. « J'ai maintenant 11 ans, dis-je, comme si j'étais un adulte mature. Je n'ai pas besoin de baby-sitter, s'il vous plaît. » Mes parents devaient quitter la ville pour une nuit en raison d'un engagement professionnel, et après beaucoup de supplications, de suppliques et de plaintes puériles, ils cédèrent et me permirent de rester seul à la maison. « Ce n'est qu'une nuit, » murmura mon père à ma mère inquiète d'un ton rassurant. « Il ira bien. » Je courus dans ma chambre, excité par la soirée de liberté sans surveillance qui m'attendait. Il ne fallut pas longtemps avant que cette excitation se transforme en panique et en terreur, devenant la pire nuit de ma vie. Peu de temps après, ma mère me donna un baiser d'adieu, un sourire inquiet sur les lèvres. « Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord ?»« Oui, maman, » répondis-je en levant les yeux au ciel. Je posai mon verre d'eau avec des glaçons sur la table basse du salon et laissai ma mère m'embrasser. Nous terminâmes nos adieux et, peu après, la porte se referma. J'étais seul, sans surveillance, pour la première fois de ma vie. Une peur commença à s'installer dans le creux de mon estomac. Que se passerait-il s'il arrivait vraiment quelque chose de grave? Qui appellerais-je? Que ferais-je? J'entendis la voiture de mes parents quitter l'allée, et ce picotement de peur se fit plus intense, envahissant ma tête. Je courus à l'étage jusqu'à la fenêtre de ma chambre, qui offrait une vue dégagée sur l'avant de la maison. Mes parents étaient encore dans l'allée, s'éloignant. Je les observais, le front contre la vitre, tandis que la pluie commençait à tomber sur la fenêtre, obscurcissant ma vue de leur voiture qui s'éloignait. Leur voiture devint de plus en plus petite. Ils tournèrent à gauche au bout de notre rue et disparurent. Je restai figé, le visage contre la vitre. Je regrettais d'avoir demandé à rester seul. Que se passerait-il s'il y avait une urgence? Que se passerait-il si je mettais le feu à la maison? Mes yeux se remplirent de larmes. Je continuais à regarder par la fenêtre pendant plusieurs minutes, espérant que leur voiture réapparaisse, tourne dans notre rue et entre dans notre allée, où ils me diraient que leur événement avait été annulé et qu'ils resteraient à la maison avec moi. Le lampadaire à l'angle de la rue clignota, me sortant de mes rêveries. La nuit tombait. « Ça va aller, » me murmurai-je. « Si je ne fais rien de stupide, tout ira bien. » Je commençais à m'éloigner de la fenêtre quand quelque chose me fit revenir sur mes pas. Sous le lampadaire, 2 silhouettes tournèrent à l'angle de la rue et marchèrent dans ma direction. Elles portaient des pulls et des pantalons noirs. L'une semblait paranoïaque, regardant constamment autour d'elle, tandis que l'autre lui tapait sur le bras et lui faisait signe de regarder devant. Je les observais tandis que la panique recommençait à m'envahir. Ils viennent ici? Ce n'est pas possible. Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Les silhouettes passèrent devant la première maison de la rue, puis devant la deuxième, puis devant la troisième. Ma maison était la suivante.
Continuez votre chemin, murmurai-je d'une voix tremblante. Mais ils ne continuèrent pas leur chemin. Le couple d'hommes s'arrêta juste devant ma maison, l'un d'eux gesticulant en direction de l'allée vide. Ils discutèrent, la pluie commença à tomber plus fort. Ils s'approchèrent de ma porte d'entrée. Je pouvais maintenant entendre mon cœur battre dans ma poitrine. Je laissai échapper un petit cri lorsque la sonnette retentit. Que voulait-il? Pourquoi était-il ici? Je descendis les escaliers en silence et me plaçai sur le paillasson de bienvenue près de l'entrée. Je regardais la porte pendant que la sonnette retentissait à nouveau. Je collai mon oreille contre la froide porte en bois. Je pouvais maintenant les entendre. « Tu vois, dit l'un d'eux, il n'y a personne ici. Je les ai vus charger des bagages dans leur voiture et les ai vus partir. Ils ne reviendront pas avant toute la nuit. »« Je ne sais pas, mec, » répondit l'autre, d'un ton imprégné de paranoïa. « Tais-toi, » dit le premier. La poignée de porte commença à s'agiter violemment. Je pressai mes mains contre ma bouche pour étouffer un cri. « Merde, » dit le paranoïaque. « Entrons par la fenêtre et sortons de la rue. Tout le monde peut nous voir. » Avant que j'aie le temps de réagir, la fenêtre à côté de la porte explosa, faisant tomber des fragments de verre sur le sol en bois. Je n'eus pas le temps de réfléchir, je courus à l'étage. « Ça ne peut pas être en train d'arriver », me répétai-je en montant les escaliers aussi silencieusement que possible. Je regardai en bas en tournant dans la chambre de mes parents. Un corps émergea de la fenêtre brisée, me donnant un coup au cœur. Je fermai la porte et me glissai sous le lit. M'avait-il vu? Avait-il entendu le clic de la porte en se fermant? Savait-il que j'étais là? Je m'allongeai face contre terre, mon esprit imaginant le pire. Depuis ma cachette, j'observais la petite fente de lumière sous la porte. Les bruits de verre brisés se faisaient entendre depuis le rez-de-chaussée, suivis du grincement de meubles traînés sur le sol et, enfin, de voix. « Il y a quelqu'un ici », dit une voix calme mais ferme. « Quoi? Comment le sais-tu » demanda une autre, la peur perçant dans chaque mot. « Cette eau est froide, il y a encore des glaçons dedans. » Sous le lit, je me couvris de sueur froide après avoir entendu ces paroles. Je me concentrai pour écouter autre chose, mais rien ne suivit. Le silence était assourdissant. Des minutes de silence total passèrent, semblant durer une éternité. Soudain, le doux et subtil grincement du plancher de bois se fit entendre, suivi du léger clic d'une porte qui se refermait en silence. Ils étaient dans ma chambre. J'observais la fente de lumière sous la porte. Le grincement continuait, se rapprochant de plus en plus. Ma panique grandissait. Ma peur se réalisa. Soudain, deux ombres sombres apparurent sous la porte, bloquant la bande de lumière venant de l'extérieur de la chambre de mes parents. Ils étaient là. La porte s'ouvrit lentement. Je pouvais maintenant voir deux paires de pieds sous le seuil. « Je sais que tu es là, » dit une voix calme. Elle semblait moqueuse et joueuse. « Tu peux sortir, on ne te fera pas de mal. » L'autre voix laissa échapper un rire. Immobile, j'observais les deux hommes se séparer. Ils firent le tour du périmètre du lit et je perdis rapidement de vue l'un d'eux. L'autre se tenait directement devant moi. Je pourrais presque atteindre ses lacets et les défaire. « Je me demande où il est, » dit celui qui se tenait devant moi. « Est-il dans l'armoire, derrière les rideaux, ou peut-être sous le lit ?» Quand il prononça le dernier mot, une paire de mains agrippa mes chevilles et commença à me traîner. Je criai de terreur, mais une énorme main couvrit ma bouche. Je me débattis, donnai des coups de pied et me débattais, mais en vain. Deux énormes bras m'entourèrent, me laissant immobile. L'homme qui se tenait devant moi s'approcha. « Dors », murmura-t-il. Il sortit un chiffon humide et le plaça sur ma bouche et mon nez. Tout commença à s'assombrir. Quelques secondes plus tard, je perdis connaissance. Je me réveillai dans une pièce sombre et humide. J'étais allongé sur du béton froid, avec une fine couverture. Mon corps était douloureux, ma bouche incroyablement sèche. Je me redressai, hébété, tandis que mes yeux s'ajustaient à la faible lumière. Une seule ampoule pendait d'un fil au centre de la pièce, qui n'avait ni fenêtre ni décoration. Je scrutai le périmètre, essayant de me repérer, sans succès. Dans le coin de la pièce, il y avait une échelle. Des minutes passèrent quand un fort éclat retentit d'en haut. Des cris étouffés se firent entendre, suivis de coups et de chocs. Je me recroquevillai de peur et m'accroupis sur le sol, couvrant l'arrière de ma tête avec mes mains. La bagarre en haut s'intensifia à mesure que les éclats de voix se poursuivaient. Puis,
Un silence total et complet. 1 minute passa, et le silence fut rompu par le fort grincement d'une porte lourde s'ouvrant, résonnant dans la pièce humide. Je fermai les yeux avec force, me préparant à plus de douleur. « Miguel », dit une voix forte. « Miguel, es-tu là ?» Je restai silencieux. « Je suis l'agent de police Garrison, je suis là pour t'aider. » Je levai la tête, poussai un cri de reconnaissance et ressentis de l'espoir pour la première fois depuis des jours. Les larmes coulèrent des yeux de ma mère alors qu'elle me serrait fort après m'avoir retrouvé au poste de police. Ce qui sembla une éternité, mes parents m'embrassèrent dans le bureau du détective. J'aurais pu rester dans leurs bras pour toujours. Finalement, l'agent Garrison expliqua que le couple de voleurs avait surveillé ma maison pendant des jours. Ils avaient remarqué que mes parents partaient avec des bagages et avaient supposé qu'ils seraient absents pendant une longue période. Dès qu'ils partirent, ils profitèrent de l'occasion d'une maison vide prête à être pillée. Mais lorsqu'ils découvrirent que j'étais là, ils ne savaient pas quoi faire. J'étais un obstacle dans leur plan. Ils m'ont drogué et m'ont placé dans le sous-sol de leur maison. Cependant, alors qu'ils transportaient mon corps inconscient et le plaçaient à l'arrière de leur camionnette, cachée au coin de notre rue, une caméra au sommet du lampadaire captura leur plaque d'immatriculation. Le lendemain, mes parents arrivèrent et, en quelques minutes, ma maison était remplie de détectives et de policiers. Après une enquête, l'enregistrement de la caméra du lampadaire fut utilisé pour localiser mes ravisseurs. Des décennies se sont écoulées depuis cette horrible journée, et je suis éternellement reconnaissant que cette caméra ait été placée au sommet de ce lampadaire. Parfois, je pense à l'horrible destin qui m'aurait attendu si cet enregistrement n'avait pas été découvert. Il y a quelques années, je vivais dans une grande maison avec un tas d'autres gars. Nous partagions tous le loyer parce que c'était beaucoup moins cher. Nous étions tous à court d'argent à cause de l'université, sauf moi. Parmi les 5 qui vivaient là, j'étais le seul à ne pas être inscrit à l'université locale. Un des gars qui vivait là s'est avéré être un ami à moi. Je cherchais une chambre à louer près de mon travail et ils avaient de la place. Cela a bien fonctionné pour moi parce que j'étais très mauvais avec l'argent et je ne pouvais vraiment pas me permettre grand-chose. Comme tu peux l'imaginer, c'est devenu assez bruyant très rapidement. Chaque week-end apportait une mini-fête chez nous et nous étions absolument présents pour ça. Alcool, drogue, dizaines et dizaines de gars et de filles. J'avais décroché le gros lot parce que ces gars avaient un bon réseau à l'université, nous ne manquions jamais de rien et nous nous assurions toujours de maintenir la cohérence. Si c'était vendredi ou samedi soir, nos portes étaient grandes ouvertes. Même si l'un d'entre nous était malade ou quelque chose comme ça, nous avions peur de rater un week-end, alors nous voulions garder la fête chez nous autant que possible. Il n'a suffi qu'une seule mauvaise nuit pour que toute cette peur de manquer quelque chose disparaisse. La maison elle-même n'a plus jamais été la même après ça, et j'ai fini par déménager peu de temps après. Les autres gars ont dû rester parce que leurs revenus étaient limités et leur nom figurait sur le bail. C'était tellement près de l'école que j'avais la liberté d'économiser et de sortir du pétrin au moment où je serais prêt. Honnêtement, je ne me souviens plus quelle nuit c'était, mais la maison était pleine à craquer et les murs vibraient avec la musique, la danse, les cris, tout. C'était littéralement une rave dans notre salon, un bar haut de gamme dans la cuisine. Bien sûr, 2 de nos colocataires travaillaient comme barmen, donc ils savaient comment mélanger un cocktail et créer une ambiance. Il y avait des machines à fumer, des déguisements, toutes sortes de choses amusantes. Entrer dans la cuisine, c'était comme entrer dans le salon d'un casino ou quelque chose comme ça. 2 des gars décoraient leur chambre chaque semaine avec des thèmes différents, comme une jungle ou un vaisseau spatial, ce qui ne faisait qu'amplifier l'ambiance. Cela augmentait également leur chance qu'une fille reste passer la nuit avec eux. Je peux dire en toute honnêteté que ce groupe de gars était honnête et totalement légitime. Ils ne feraient jamais de mal à personne, ni ne les entraîneraient dans une situation étrange. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens étaient heureux de venir à nos fêtes. C'était toujours du plaisir pur, sans drame, sans bizarrerie, rien, juste de la musique, de l'alcool et un bon moment. La soirée progressait comme d'habitude, mais vers 11h ou minuit, il y a eu un chahut dans le jardin arrière. Nous avions un grand terrain avec une pelouse, un petit patio, un foyer, tout le nécessaire. Il faut que tu te souviennes que ces week-ends-là, j'étais totalement défoncé, donc beaucoup de détails m'ont échappé. Je peux te dire qu'il n'y avait jamais eu de chahut à nos fêtes,
Alors dès que nous avons entendu quelque chose dans le jardin, nous savions que nous devions enquêter. Nous vivions 5 là, mais seulement 2 d'entre nous, moi et un des barmen, sommes sortis pour enquêter. Il y avait un petit cercle de personnes, donc le chahut était facile à trouver. 2 gars étaient en train de se disputer, et c'était devenu physique. C'était évident, car leurs vêtements et leurs cheveux étaient en désordre. Un gars semblait plus propre, et le barman le connaissait, alors nous l'avons éloigné pour entendre l'histoire. Je gardais un œil sur la foule, mais principalement sur le type impliqué dans la bagarre. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il avait l'air bizarre. Il avait les cheveux longs et ébouriffés, sa barbe était tellement inégale que j'ai presque pensé que c'était intentionnel. Il portait des vêtements sales et amples, sans chaussures, et plus je le regardais, plus j'étais sûr que nous ne connaissions pas ce type. Je me suis rendu compte que nos fêtes avaient peut-être un peu trop grandi de temps en temps, et que les mauvaises personnes sur le campus commençaient à découvrir qu'elles pouvaient se saouler presque gratuitement. Pendant que j'examinais ce type, nous avons croisé nos regards et il me fixait. « Qu'est-ce qui se passe, mec ? Qu'est-ce qui se passe ici dehors ?» ai-je lancé vers lui. « Rien, occupe-toi de tes affaires, juste un malentendu, » a-t-il expliqué. J'avais bu trop à ce moment-là, et je me souviens que j'étais irrité au point de la violence. M'occuper de mes affaires ? D'accord, c'est ma maison, ma fête, tu comprends ? Tu causes des problèmes directement pour moi, alors si je te demande ce qui se passe, tu dois me le dire parce que c'est plus mon affaire que la tienne, tu comprends ? Il a commencé à faire quelques pas vers moi, ce à quoi, franchement, je n'étais pas vraiment préparé, mais je ne me suis pas dégonflé. Je sentais la fureur bouillonner juste sous ma peau, et ce type ne semblait tout simplement pas s'en soucier. À ce moment-là, le barman et son ami sont revenus, avec une autre fille. Il s'avère que l'ami était un type assez droit et que la fille était sa petite amie. Ils ont tous les deux corroboré toute l'histoire. Ils ont dit que le type bizarre agissait bizarrement, dansait dans tout le jardin et chantait, mais pas en anglais, comme le discours le plus fou que tu aies jamais entendu. Ensuite, il a commencé à trébucher sur les gens avant de renverser une boisson sur la petite amie de son ami, s'excusant, puis essayant de nettoyer avec ses mains nues. Tout cela a été expliqué et je suis retourné vers le type qui regardait maintenant entre nous tous. Il ne s'était pas retiré. Il avait encore ce regard fou dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe, mon pote ?» ai-je demandé. « Est-ce que ça ressemble à ce qui s'est passé ?» Le type a immédiatement commencé à se disputer, à s'agiter encore plus. Il a regardé autour de lui et a vu la foule de gens se refermer littéralement de tous les angles. Nous organisions des fêtes depuis 4 mois à ce moment-là, donc beaucoup de ces personnes étaient devenues nos amis. Le type s'est rendu compte qu'il était en infériorité numérique et a commencé à se calmer. Il a commencé à pointer du doigt, disant que nous cultivions une atmosphère toxique, toutes sortes de conneries du nouvel âge. Nous l'avons laissé ramasser ses affaires, puis nous l'avons expulsé par la porte d'entrée. Rien de physique, mais nous étions très clairs sur le fait que s'il revenait un jour, nous appellerions la police, et ce serait le moindre de ses soucis. Après ça, tout est revenu à la normale. Musique, danse, boisson, drogue. Cette nuit-là est devenue l'une de celles où je me suis vraiment lâché, surtout après avoir expulsé le type bizarre. Dans les 30 minutes après avoir fermé la porte derrière lui, j'ai pris 3 shots et fait quelques lignes de coke. Dire que je me sentais bien est un euphémisme, pas seulement à cause des substances, mais parce que j'avais humilié ce con de tout à l'heure. Quelque chose dans sa manière de me confronter m'a immédiatement agacé, et évidemment, je continuais à penser à lui. Puis la descente a commencé, les gens ont commencé à partir un par un au début, puis en petits groupes. Je me suis retrouvé à me détendre avec quelques personnes qui étaient généralement les dernières à partir, principalement parce que la fête ne s'arrêtait jamais vraiment pour eux. C'étaient les fournisseurs de cocaïne. Ils apportaient toujours de grandes quantités parce qu'avec leur choix de substances, ils n'allaient pas partir de chez nous et rentrer chez eux. Non, ils allaient simplement de club en club et de fête en fête près de l'université. Pendant que je me défonçais avec cette foule, je n'ai pas remarqué qu'un couple de mes colocataires était vraiment parti avec quelques invités. Les 2 barmen étaient partis avec un couple de filles, mon ami personnel, et celui qui m'avait trouvé la chambre était parti avec quelques gars pour une autre fête juste en bas de la rue. Cela me laissait seul avec le dernier colocataire qui s'était déjà évanoui dans sa chambre. Je surfais sur la vague d'alcool dans mon système sanguin, les stimulants diminuant. Les fournisseurs de drogue ont dit au revoir et la plupart sont sortis par la porte d'entrée, me laissant seul avec les basses grondantes et la fumée qui se dissipait dans la cuisine.
Il n'y avait aucune chance que je me couche, je ne devais pas travailler le lendemain, alors j'ai décidé de commencer à nettoyer la maison. Cela se faisait généralement en groupe, mais comme j'étais défoncé et seul, je l'ai fait tout seul. J'ai commencé avec les verres, les bouteilles d'alcool, plusieurs types de déchets. J'avais 2 sacs poubelles bien remplis après une demi-heure. J'ai bu de la bière et du whisky en travaillant, juste pour maintenir la fête un peu plus longtemps et adoucir le bord des drogues qui quittaient rapidement mon système. C'est alors que j'ai entendu bouger mon colocataire. J'ai regardé dans le couloir et il était encore là, mais en réalité, il ne venait pas de la chambre du type qui était encore dans la maison. Il venait de l'une des chambres des barmen, le coin avec les fenêtres donnant sur la rue. J'ai pensé pendant une seconde que peut-être je me trompais, qu'il ne s'était pas déplacé et qu'il traînait encore dans sa chambre. Il n'était pas rare que ce colocataire particulier disparaisse dans sa chambre. Il jouait beaucoup à World of Warcraft à ce moment-là. Il y avait une partie de moi qui avait besoin de voir ce que c'était que ce bruit, car il semblait devenir plus fort à chaque instant qui passait. Cette partie était probablement la paranoïa des drogues. J'ai attrapé quelques affaires sur le comptoir, un sweat à capuche et un chargeur de téléphone qui appartenait au colocataire en question, puis je suis descendu dans notre couloir. Je marchais un peu fort, j'ai même heurté le mur pour qu'il sache que je venais de ce côté de la maison. Il n'était pas rare que nous nous croisions accidentellement dans divers états de nudité. J'arrive au bout du couloir et sa porte est partiellement ouverte. Bien, je pousse avec mon pied et qui vois-je ? Pas le gars qui vit dans cette chambre, pas même quelqu'un qui vit dans cette foutue maison, c'est ce con de tout à l'heure. Et il sourit dès que nos regards se croisent. Le bruit que j'entendais était sa tentative ratée de grimper par la fenêtre, incapable de gérer les stores d'aucune manière autre que de les frapper. C'étaient ces stores métalliques bon marché, fins, et ils étaient actuellement pliés et cassés au-delà de la réparation, parce que le type qui entrait avait un bras à travers eux. J'aimerais pouvoir dire que j'ai couru et les jeté de nouveau par la fenêtre, mais la paranoïa qui montait dans ma tête s'est transformée en panique totale. J'ai lâché le sweat et le chargeur de téléphone, comme au hasard, et je suis sorti en courant par où j'étais venu. Je n'avais aucune idée de ce que faire, je voulais juste mettre de la distance entre moi et qui que ce soit que ce type était vraiment. J'ai regardé en arrière et je jure devant Dieu que ce fou marchait au ralenti à travers la fumée dans le couloir avec ce même sourire fou. C'est seulement quand j'ai baissé les yeux que j'ai vu que ses mains serrèrent quelque chose, avec des jointures blanches et tremblantes. C'était sombre et plein de fumée, donc je ne pouvais pas bien distinguer. Mais cela avait la forme d'une clé anglaise, ou peut-être la longueur d'un tuyau. Quelque chose pour frapper. J'ai tourné à l'angle, et suis entré dans la cuisine, et j'ai regardé le porte-couteau magnétique. Nous aimions avoir une décoration accrocheuse, donc tous nos couteaux de chef pendaient à ces coules planches en bambou sur le mur. En secret, j'avais déjà répété ce genre de scénario dans ma tête avant, et je savais exactement quel couteau j'allais prendre, le couteau à filet, propre et bien aiguisé. Si tu n'es pas familier, c'est le couteau fin du bloc, probablement de 15 ou 18 cm de long, et utilisé pour découper la graisse de la viande ou fileter le poisson, tout type de coupe précise dont tu as besoin. Il brillait dans notre maison parce que nous l'utilisions rarement. Je me souviens seulement au lycée, travaillant dans un restaurant du quartier, on m'avait appris les différents couteaux pour différents travaux et lesquels fonctionnèrent le mieux. Les couteaux à filet sont généralement les plus aiguisés et ont la plus grande capacité de pénétration. Mon plan était d'enfoncer toute la lame dans le cou ou la clavicule de ce type, quand il viendrait à l'angle, il serait sans aucun doute hors d'état de nuire. C'était plus violent que je ne le suis habituellement, mais il m'avait pris par surprise et j'étais de toute façon dans un état d'esprit assez instable. Je me suis souvenu que mon colocataire était dans la maison. « Derek !» ai-je crié à tue-tête. J'étais sur le point de dire « Réveille-toi !» quand je me suis rendu compte que le type dans la maison ne savait pas que j'étais seul et ne savait pas que Derek dormait. « Il y a un type dans la maison, le type qu'on a viré tout à l'heure, on va lui casser la gueule. » Il n'y a pas eu de réponse, bien sûr, mais les pas que je pouvais entendre dans le couloir se sont arrêtés. Je pensais que mon bluff fonctionnait, ou du moins je le pensais. Je me suis rappelé notre échange plus tôt dans la soirée et j'ai senti la fureur revenir. Je pouvais voir le soleil commencer à se lever par les fenêtres maintenant. « Derek, Zrenia !» ai-je tenté à nouveau. J'ai entendu la chose la plus douce à ce moment-là. Il m'a appelé en retour. Il n'était pas aussi saoul que je le pensais. Sa chambre était juste derrière l'endroit où se trouvait le type. Donc, il l'avait pratiquement coincé. Soudain, j'ai pu entendre qu'ils se battèrent dans le couloir. J'ai couru et fait demi-tour pour regarder. Derek avait le type enveloppé par derrière, le tuyau était par terre,
Donc j'ai supposé que le type était désarmé et j'ai couru vers lui de face. Grossière erreur. Bien qu'il était suffisamment cohérent et souple pour me pousser et me donner un coup de pied directement au visage. Je ne suis pas un type particulièrement grand et ce type avait des jambes pour des jours. Je suis tombé de côté contre le mur, j'ai lâché le couteau, heureusement, qui est tombé innocemment au sol et s'est éloigné de nous. Ce type a commencé à hurler, ce qui était effrayant comme l'enfer, mais cela m'a en fait ramené à l'instant. Comme le couple l'avait expliqué plus tôt à propos de son chant, il criait des mots étranges que personne d'entre nous n'avait jamais entendus auparavant. Je me suis levé et j'ai aidé Derek à mettre le type au sol, puis il m'a dit de courir et d'appeler la police. Cette idée ne m'était jamais venue à l'esprit, probablement à cause de toutes les drogues que j'avais consommées. C'était comme appeler la police à ma propre fête. Finalement, ils sont venus, avec quelques ambulanciers, et l'ont menotté et diagnostiqué avec un peu d'aide de la confession du type. Il était drogué au LSD toute la nuit. Il errait sur le campus universitaire en pleurant sous l'effet de l'acide quand il a entendu quelques personnes parler de la fête chez nous. Il est monté en voiture et s'est rendu là-bas dans son état hallucinant. Ce type a réussi à naviguer dans le quartier jusqu'à trouver la foutue voiture garée devant chez nous. Comme je l'ai dit, nous étions très près de l'université. Ils ont emmené le type, et Derek et moi avons refusé d'aller à l'hôpital. J'étais déjà sobre et reconnaissant de ne pas aller en prison. Derek était désespéré de retourner se coucher. Nous n'étions pas gravement blessés, et ce coup de pied au visage était plutôt superficiel, comme des doigts contre le front. Nous avons tous les deux pris un ibuprofène, bu une bière, et mis de la glace pendant un moment avant d'aller au lit. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas vécu là-bas très longtemps après ça. Ce n'était rien de personnel contre les gars. Je sortais encore avec eux de temps en temps. Mais je ne voulais vraiment pas vomir là où je mangeais, si tu vois ce que je veux dire. Je ne voulais pas vivre au même endroit où la fête avait lieu. Cette nuit m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et sur ce dont je suis fait. Drogue, paranoïa et harceleur nocturne. Il s'avère que ce n'est pas pour moi. Mon grand frère et moi étions à la maison dans un petit village de l'Ohio, avec moins de gens que dans la classe de fin d'études de ma mère dans la ville d'où nous venions. Mon frère était puni. Le téléphone de la maison ainsi que son propre téléphone étaient enfermés dans le coffre-fort à armes de mon père, dont aucun de nous ne connaissait la combinaison. La raison pour laquelle il était puni était quelque chose de stupide et d'arbitraire. Je ne me souviens pas exactement pourquoi. Nos grands-parents vivaient au bout de la rue et notre arrière-grand-mère vivait dans une petite maison qu'ils avaient construite sur cette propriété pour qu'elle puisse être indépendante, bien qu'ils soient proches. Nos parents nous ont dit qu'ils allaient voir comment allait mon arrière-grand-mère, car nos grands-parents étaient hors de la ville ce jour-là. Ils nous ont dit que lorsqu'ils reviendraient, nous commanderions une pizza, ce qui me paraissait bien, à moi qui avais 7 ans, et à mon frère de 15 ans, que j'appellerais Evangelina. Nous avons joué aux jeux vidéo un moment, et nous avons tous les deux commencé à avoir faim, nous demandant rapidement quand nos parents reviendraient. Je dirais qu'environ 2 heures après leur départ, nous avons entendu un coup à la porte. Je suis descendu les escaliers assez excité pour la nourriture. Mon frère me suivait de près. Je me suis approché de la porte, qui avait une grande fenêtre, et ce n'étaient pas nos parents, mais un homme blanc, très grand et mince, avec des cheveux noirs courts et une barbe négligée. Je dirais qu'il avait environ 24 ou 25 ans. C'était assez choquant parce que dans ce petit village, tout le monde se connaissait, et nous n'avions aucune idée de qui il était. Je lui ai levé un doigt, comme pour dire une seconde, puis j'ai fermé le rideau. Je me suis retourné pour voir Evangelina regarder la porte avec une certaine incrédulité, car elle avait aussi vu cette personne. Quelques secondes plus tard, ce coup est devenu des coups forts, puis des secousses et des mouvements de la poignée de porte. Nous étions tous les deux terrifiés, sans moyen de contacter nos parents. Evangelina m'a attrapé la main et m'a entraîné dans la cuisine. Elle a saisi un couteau, et je me souviens clairement qu'il s'est cassé dans sa main. Il s'est cassé dans le sens où la petite lame est tombée du manche. À cette époque, pour une raison quelconque, notre cuisine était pleine de choses cassées, beaucoup d'ustensiles rouillés, des trucs bricolés et bien sûr, toutes sortes de choses cassées ou qui se cassaient. Malgré cela, nous nous sommes tous les deux cachés dans la buanderie et nous nous sommes serrés dans les bras, écoutant toujours les coups à la porte. Cela a duré environ 5 minutes, qui ont semblé des heures. Puis nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir.
Une chose que je dirais à propos de mon frère, c'est qu'il a toujours été prêt à me protéger en un clin d'œil. Il était prêt à bondir avec ce couteau cassé et à me défendre dès que l'homme nous atteindrait. À la place, c'était ma mère qui tournait au coin avec 2 boîtes de pizza à la main, se demandant pourquoi ses 2 enfants étaient en larmes sur le sol. Nous nous sommes tous les 2 levés et avons couru pour lui parler de cet homme à l'extérieur, mais elle a ri. Mon père était dehors en train de parler avec lui. Il a dit que l'homme demandait à propos d'une voiture en panne qui était restée dans notre allée pendant des mois. Apparemment, c'était un mécanicien. Ma mère s'est sentie terrible, mais elle a trouvé la situation un peu amusante. Apparemment, elle est sortie et a parlé à l'homme, et il a dit qu'il se sentait mal de nous avoir effrayés. Ils nous ont fait des câlins, et nous ont promis que les téléphones ne seraient plus jamais verrouillés lorsqu'ils partiraient à nouveau. Nous avons passé le reste de l'après-midi à manger de la pizza entrecoupée de sanglots. Quelque chose me dérange toujours, même si ce n'était pas le cas quand j'étais enfant, et c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Pourquoi un homme adulte frapperait-il ainsi à la porte, secouerait-il la poignée, ferait-il tout pour entrer dans une maison, que les parents soient à la maison ou qu'un petit enfant lui fasse signe qu'il allait chercher ses parents? Pourquoi quelqu'un voudrait-il parler d'une voiture qui n'avait aucun signe de à vendre, surtout à 9 ou 10 heures du soir? C'est un peu effrayant que mes parents aient pris cela si à la légère, mais quelque chose dans mon instinct, surtout en étant adulte maintenant, me dit que ce n'est pas comme cela que les adultes normaux agissent, du moins ceux qui sont normaux. Le nom de l'homme s'est avéré être Christian. Il est venu à la maison quelques fois de plus cette semaine pour inspecter la voiture. La première fois qu'il est venu, nos parents étaient à la maison. Il a soulevé le capot et s'est glissé sous la voiture, vérifiant pratiquement tout ce qu'il pouvait. Autant que je me souvienne, tout s'est bien passé cette première visite. Sauf que parfois, je remarquais qu'il nous regardait, Evangelina et moi, en nous donnant ce sourire étrange et inquiétant. Il est revenu quelques jours après cette même semaine, mais la fois suivante, c'était à nouveau à une heure étrange, et nos parents n'étaient pas à la maison. Maintenant que nous connaissions ce type, Evangelina lui a ouvert la porte. « Je suis désolé de te déranger », a commencé Christian. « Pas de problème, mais nos parents ne sont pas là. Tu devras revenir demain », a-t-elle expliqué. « Oh, ce n'est pas grand-chose. Je voulais juste vérifier les pneus et les garde-boue. Ça ne me prendra pas longtemps. » Evangelina lui a donné son accord puis a fermé la porte. Nous l'avons observé depuis la fenêtre du salon pendant qu'il retournait à sa propre voiture, une vieille chose délabrée, et cherchait dans le coffre, puis se dirigeait vers la voiture qu'il voulait acheter. Il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, et après quelques minutes, nous nous sommes ennuyés. Nous étions sur le point de quitter la fenêtre et de retourner à ce que nous faisions, mais il a fait quelque chose de bizarre qui a immédiatement capté notre attention. Il s'est retourné et a marché directement vers la maison, prenant des photos de l'extérieur. Il a pris des photos des côtés, de l'avant, du 2e étage, et a failli aller dans l'arrière-cour. C'est alors qu'il nous a vus en train de le regarder avec de grands yeux depuis la fenêtre principale. Il a rangé l'appareil photo et a salué de la main, puis a désigné la porte d'entrée, comme s'il suggérait que nous nous retrouvions là-bas. Evangelina s'est approchée et m'a dit de rester près du téléphone. Si quelque chose se passait, elle m'a dit d'appeler le 911 puis papa. C'était à l'époque où tout le monde avait des téléphones fixes, alors, même en étant en 1e ou 2e année à ce moment-là, je connaissais tous les numéros de téléphone de mes amis proches et de leurs parents par cœur. C'était juste une partie de la sociabilité à l'époque. Ils ont parlé pendant 1 minute avant qu'Evangelina ne referme la porte et ne revienne. Elle était pâle comme une feuille de papier. Elle avait l'air vide, complètement différente de son moi habituel. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et si je devais appeler, mais elle a secoué la tête. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que Christian a dit à Evangelina. Elle est toujours restée discrète à ce sujet, mais cela m'a définitivement laissé une sensation très inquiétante pendant des années après, surtout avec mon imagination débordante de toutes sortes de théories. Elle a dit quelque chose à nos parents une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Je me souviens que mon père est allé dans son bureau pour appeler Christian. Il est entré en colère, avec des pas lourds. Nous pouvions entendre sa voix sévère à travers la porte, mais elle s'est finalement adoucie. Il a raccroché et est sorti. Il a expliqué que c'était une sorte de malentendu, très similaire à cette première expérience que nous avions eue avec lui. Mais il prenait des photos de la maison, ai-je dit. Mon père m'a rapidement lancé un regard étrange. Il quoi? Il a pris des photos de la maison avec une de ses caméras en papier. Caméra en papier,
a répété mon père, demandant des précisions. Oui, comme un appareil photo jetable, avec un emballage en carton, a dit ma mère en se tournant vers ma sœur. Oui, comme ça, a-t-elle presque crié. J'ai senti que nous arrivions enfin à quelque chose. Eh bien, a dit mon père, je suis sûr qu'il y a une explication, mais je ne vais pas le rappeler maintenant, je lui parlerai plus tard. C'est tout. Ils nous ont envoyés au lit, comme des enfants qui ne savaient rien. Je me souviens d'être resté allongé dans le noir la majeure partie de la nuit, regardant par la fenêtre, me demandant si je verrais un éclair de lumière à travers les stores. Pourquoi diable viendrait-il prendre des photos de notre maison? Zrenia, a dit Evangelina. C'est probablement pour pouvoir entrer. Il aurait un plan extérieur de toutes les entrées et sorties. Et je suppose que dans mon cerveau d'enfant, cela avait du sens. Mais ça m'a vraiment, vraiment effrayé. La prochaine fois que Christian est venu, c'était le lundi suivant. J'étais seul à la maison. Nous sortions de l'école à la même heure que d'habitude et prenions le bus comme d'habitude, mais quand Evangelina et moi sommes descendus du bus, elle m'a ouvert la porte, puis a marché à quelques rues de là jusqu'à la maison de son amie. Il n'était pas rare qu'elle me laisse seule pendant environ 30 ou 40 minutes, puis qu'elle revienne en courant à la maison juste avant que nos parents ne rentrent du travail. Ça ne me dérangeait pas d'être seule à la maison, car je pouvais regarder ce que je voulais, manger des collations, tout ça. Eh bien, il ne s'était pas écoulé 5 minutes après que je me sois assis sur le canapé avec ma boîte de jus et mes bonbons gommeux, lorsque quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis figé sur place et j'ai essayé de disparaître dans les coussins. Je me souviens avoir tenté de ne pas mouiller mon pantalon. Il faut se rappeler que j'avais 6 ou 7 ans à ce moment-là. Je n'aurais pas dû être sans surveillance. Heureusement, je savais que je ne devais pas ouvrir la porte, alors j'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai fait semblant que personne n'était à la maison. Peu importe qui c'était, il partirait bientôt, non ? Sauf qu'il n'est pas parti. Ce coup insistant est devenu des coups forts. J'ose dire qu'il me semblait familier. C'était ce même coup agressif de notre première expérience avec cet homme. Je savais que quelque chose n'allait pas et que c'était lui, alors je n'ai même pas pris la peine d'aller à une fenêtre. Je suis juste resté sur le canapé jusqu'à ce qu'enfin, à mon grand soulagement, il s'arrête. J'avais regardé l'horloge de la radio pendant 9 minutes pendant lesquelles il frappait à la porte encore plus longtemps que la première fois. Christian était vraiment dérangé. Pourtant, il n'est pas parti. J'ai regardé avec horreur comment il s'est faufilé sur un côté de la maison, vérifiant la fenêtre de la salle à manger, la plus grande à laquelle il pouvait accéder. Je me souviens que ma gorge s'est presque fermée sous l'effet de l'anxiété lorsque j'ai entendu qu'elle s'ouvrait. J'ai senti l'air chaud entrer depuis le patio. Il s'est penché et a regardé dans le salon. Nous nous sommes regardés fixement. Il a levé une main, puis a salué, comme si c'était une marionnette ou quelque chose comme ça, et m'a ensuite donné ce sourire horrible. « Salut », a-t-il commencé. Je n'ai rien dit. « Maman et papa sont à la maison ?»« Zrenia », a-t-il demandé. Toujours rien de ma part. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il s'est complètement glissé à travers le cadre de la fenêtre. Même à l'intérieur de la maison, je ne pouvais pas bouger. Jusqu'à aujourd'hui, c'était l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait pendant qu'il se déplaçait dans la maison, quelque part dans le couloir de l'autre côté de la salle à manger. La seule chose qu'il y avait là-bas était la chambre d'Evangelina et celle de mes parents, ainsi que la porte principale vers l'extérieur, avant de finalement revenir vers moi dans le salon. Il n'est jamais revenu par le couloir, alors peu importe où il est allé, c'était dans l'une de ses pièces. Il est finalement revenu, m'a salué, m'a dit au revoir, puis est sorti par la fenêtre. Je n'oublierai jamais de voir son bras glisser par la fenêtre, fermant le store derrière lui. Vraiment effrayant, couvrant ses traces juste devant moi. Je savais que je n'étais qu'un enfant, qu'il était possible que personne ne me croie, et je pense qu'il comptait là-dessus. Finalement, ma sœur est revenue et m'a trouvé hystérique sur le canapé. J'ai commencé à trembler après son départ par la peur. J'ai renversé ma boîte de jus sur le canapé, ce qui m'a encore plus paniqué, pensant que j'allais maintenant avoir des ennuis supplémentaires. Quoi qu'il en soit, je lui ai raconté ce qui s'était passé, ou du moins j'ai essayé. J'ai vu son visage se tordre d'inquiétude jusqu'à ce qu'elle comprenne finalement ce que je disais. Christian est venu, a frappé à la porte avant de simplement entrer dans la maison. « Est-ce qu'il t'a touché ?» Zrenia m'a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Evangelina a acquiescé et s'est précipitée vers le téléphone, a appelé mon père, et avant que je ne m'en rende compte, nos 2 parents entraient par la porte principale. Ils m'ont interrogé un bon moment, m'assurant que rester sur le canapé n'était pas un gros problème. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était ce qui s'était passé avec Christian. Finalement, je leur ai raconté ce que je pouvais,
et où il était allé dans la maison. « Quelle fenêtre ?»« Zrenia » a demandé mon père. J'ai désigné celle de la salle à manger. « D'accord, et après, où est-il allé ?»« Dans le couloir, ai-je dit. »« D'accord, et ensuite ?» J'ai secoué la tête et j'ai recommencé à pleurer. Mes parents et Evangelina ont partagé un regard, puis ont convenu d'aller vérifier leur chambre. Ils ont compris qu'ils devaient être entrés dans l'une d'elles. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu Evangelina faire un son étrange, comme un cri étranglé. Nos parents ont couru rapidement. À ce moment-là, je n'étais pas sûr de ce qu'ils avaient retrouvé, mais plus tard, j'ai découvert que tout un tas de ces affaires bizarres avaient disparu. Des sous-vêtements, une brosse à cheveux, des photos de son tableau de liège, des choses super inquiétantes de harceleurs. Mon père a appelé Christian sans arrêt pendant les 24 heures suivantes, mais il n'a jamais réussi à le joindre. Il n'est jamais revenu pour la voiture, il ne l'a jamais payée ni récupérée. Tout cela n'était qu'une ruse pour se rapprocher de nous, les filles. Christian a fini par être arrêté des années plus tard, quand j'étais au lycée. Nous avons tous eu ce moment de « qu'est-ce que c'est que ça ?» quand nous avons vu sa photo dans le journal. Il s'est avéré que Christian n'était même pas son vrai nom, et il n'était certainement pas un mécanicien. C'était un voyeur professionnel et un agresseur sexuel, connu pour attaquer des familles. Je considère que nous avons eu beaucoup de chance de nous en sortir à bon compte. Savoir que j'étais seul à la maison avec quelqu'un d'aussi violent, effrayant et imprévisible est une pensée nauséabonde, et tout le monde dans ma famille partage ce sentiment. Son dossier criminel et ses abus sont épouvantables, et il semble que cela n'a fait qu'empirer après notre première rencontre avec lui. En ce qui concerne notre incident, mes parents ont appelé la police et ont déposé une plainte, mais nous ne l'avons plus jamais revu, jusqu'à cette photo dans le journal, environ 10 ans plus tard. Je me souviens que mon père appelait périodiquement le numéro que Christian nous avait donné, juste pour voir si quelqu'un répondait. Il l'a fait pendant des années. Une partie de moi se demande ce qu'il aurait dit si Christian avait répondu. L'été venait de commencer. Les 2 personnes avec qui je vivais à l'époque étaient des amateurs d'activités de plein air. En été, elles passaient chaque week-end à camper, faire de la randonnée, du paddleboard, du VTT et plus encore. Nommez une activité de plein air et elles l'auraient au moins essayé. Après avoir enduré un printemps pluvieux, un week-end avec des prévisions de ciel ensoleillé et de temps chaud est enfin arrivé. Elles étaient ravies. Pendant des jours, elles ont parlé de toutes les choses possibles qu'elles pourraient faire. Elles voulaient commencer l'été de la meilleure façon possible, alors elles ont décidé d'aller camper près d'un lac pour pouvoir faire du paddleboard. J'étais heureux pour elles parce qu'elles étaient très excitées. Je ne vais pas mentir, je redoutais de rester seul pour le week-end. Quelques mois avant cet incident, j'avais eu une rupture désagréable. Nous avions été ensemble pendant 3 ans et je l'avais surprise en train de me tromper avec son meilleur ami, dont elle me disait toujours que je n'avais pas à m'inquiéter. C'est toujours comme ça que ces choses finissent, n'est-ce pas? En été, nous avions l'habitude de partir en randonnée ensemble, de nous détendre à la piscine et de faire de petites escapades de week-end. Mais maintenant, je ne savais pas quoi faire de mon temps. Normalement, quand l'été arrivait, j'étais excité à l'idée de sortir. Cette année, j'étais appréhensif. Je n'avais vraiment personne avec qui faire des activités. Je pouvais accompagner mes colocataires, mais je ne pouvais jamais suivre leur rythme, ce qui les frustrait et ils essayèrent de le cacher. Cette année, j'allais me cacher à l'intérieur, jouer à des jeux vidéo avec les stores fermés. Quand mes colocataires m'ont demandé ce que j'allais faire pendant leur absence, j'ai été honnête. Ils se sont sentis mal. L'un d'eux a commenté que mon ex était une menteuse détestable et que j'étais mieux sans elle. J'étais d'accord. Ils m'ont suggéré d'essayer de sortir et de rencontrer des gens. L'un m'a dit de simplement m'inscrire sur des applications de rencontres et de m'amuser. L'autre a recommandé de rejoindre un club ou quelque chose pour essayer de rencontrer des gens ayant des intérêts similaires. Les 2 options étaient bonnes, mais je n'avais aucune idée de comment trouver de bons clubs, alors j'ai opté pour les applications de rencontres. Avant que mes colocataires ne partent, ils m'ont aidé à créer un profil. Ils ont choisi mes photos et ensemble, nous avons réfléchi à une biographie. Nous avons décidé de mettre « Je cherche juste à rencontrer de nouvelles personnes et à m'amuser » et nous avons ajouté un emoji clin d'œil. Mes colocataires sont partis tôt le lendemain matin avant que je ne me réveille. J'ai passé la journée à tuer le temps. J'ai joué à des jeux vidéo, j'ai fait un sandwich élaboré pour le déjeuner, j'ai promené le chien de mon colocataire,
Puis j'ai joué à nouveau à des jeux vidéo. Je m'ennuyais et l'idée d'envoyer un message à mon ex m'a traversé l'esprit. J'avais entendu dire qu'elle et son amie n'avaient pas fonctionné. Elle avait essayé de me contacter il y a un mois, mais je l'avais ignoré. J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas retourner avec une tricheuse. J'ai mis mon jeu en pause et j'ai sorti mon téléphone pour ouvrir Tinder. J'ai commencé à faire glisser vers la droite. À ma surprise, il y avait beaucoup de filles qui étaient mon type. J'avais l'impression de glisser vers la droite sur toutes les filles, mais je n'avais toujours aucune correspondance. Après avoir glissé pendant 15 minutes sans aucune correspondance, j'ai abandonné. J'ai jeté mon téléphone de côté et j'ai repris mon jeu. Juste au moment où j'ai appuyé sur « Jouer » dans le jeu, mon téléphone s'est illuminé. « Vous avez une correspondance », disait l'écran de mon téléphone. Puis une autre notification est apparue. « Nouveau message ». J'ai mis le jeu en pause à nouveau et j'ai attrapé mon téléphone. J'avais une correspondance avec une fille nommée Sacha, un nom de fille attirante. J'ai regardé ses photos et Sacha était, en effet, une fille attirante. Elle était hors de ma ligue. Elle avait de longs cheveux ondulés blonds et des yeux bleus impressionnants. Son message était « Salut ». Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je ne pouvais pas croire qu'une fille comme Sacha me parlait sérieusement. J'ai commencé à penser à une réponse. J'avais besoin de quelque chose de coquet, de confiant et de quelque chose qui puisse lancer une conversation. J'ai prié pour que nous ayons une conversation amusante. J'ai regardé sa biographie, mais elle était vide, donc c'était à moi de trouver quelque chose d'intelligent. Après 10 minutes, je n'avais rien. Alors j'ai simplement répondu « Salut, que fais-tu » Mon plan était d'essayer de sortir avec elle ce soir-là. Elle a répondu immédiatement « Je ne fais pas grand-chose. As-tu une idée de ce que nous pourrions faire ?» Mon cœur a fait un bond. Elle voulait aussi faire quelque chose avec moi. Je l'ai invitée à venir après le dîner pour regarder un film et, espérons-le, faire autre chose. Sacha était ravie et a accepté. J'ai regardé autour de moi et l'endroit était un vrai désastre. J'ai commencé à nettoyer immédiatement pour que Sacha ne soit pas dégoûtée. J'ai mangé un dîner léger et j'ai pris une douche 1 heure avant l'heure à laquelle elle avait dit qu'elle viendrait. Je ne voulais rien gâcher avec elle. Courant de tous côtés, je me suis rendu compte que j'étais enfin heureux. C'était la plus grande émotion que j'avais ressentie depuis des mois. Juste quand l'horloge a sonné 9 heures, il y a eu un coup à la porte. Mon cœur a commencé à battre fort dans ma poitrine. J'ai ouvert la porte et révélé une petite fille aux cheveux courts et noirs jais. Sacha était blonde et pulpeuse et la fille devant moi était, respectueusement, très mince. Il n'y avait aucun moyen que les deux soient la même personne. « Salut » ai-je dit. « Salut » a dit la fille avec un grand sourire. « Brandon, c'est bien ça ?»« Je suis Sacha. » Elle a tendu la main pour serrer la mienne. Je me suis demandé s'il serait impoli de dire qu'elle avait l'air différente de ses photos, mais j'ai décidé d'attendre le bon moment. « Oui, ravi de te rencontrer en personne. J'ai essayé de paraître excité et l'ai invité à entrer. Veux-tu boire quelque chose ? J'ai de l'eau, de la bière ou du vin. Je préfère les cocktails. As-tu quelque chose de plus fort et un mélangeur ? Non, désolé, juste de la bière et du vin, ai-je répondu. Sacha a opté pour le vin. Oh mon Dieu, tu connais ma sœur ? Mon cœur s'est arrêté. Je regardais la seule photo de mon ex que j'avais laissée. Brit ? Ai-je demandé. Sacha a souri et a hoché la tête. Oui, ai-je répondu prudemment. Comment la connais-tu ? Tu ne vas pas le croire, a-t-elle commencé à expliquer pendant que je préparais nos boissons. Je lui ai donné un verre de vin. C'est ma sœur. Nous ne sommes pas très proches, mais je pensais quand même connaître tous ses amis. Je pouvais sentir le sang quitter mon visage. Brit avait mentionné qu'elle avait une sœur, mais je ne me souvenais pas de ce qu'elle m'avait dit à son sujet. Il l'avait envoyée loin pour une raison quelconque. Sortir avec sa sœur serait une bonne vengeance, pensais-je. Ça ne peut pas être vrai, j'ai fait semblant d'être intéressé. Oui, c'est une amie de mon colocataire, j'ai menti. Le sourire de Sacha s'est élargi. Je voulais changer de sujet. Veux-tu regarder un film ? Elle a hoché la tête. D'accord, laisse-moi juste aller aux toilettes, mais tu peux commencer à chercher et voir si quelque chose te plaît. Je suis prête à regarder n'importe quoi. Je l'ai laissé sur le canapé avec nos boissons sur la table basse. Dans la salle de bain, je me suis brossé les dents, au cas où. Je voulais être aussi frais que possible. Elle n'était pas le modèle de Victoria's Secret qu'elle prétendait être, mais j'aimais l'idée de me venger de Brit. J'ai essayé de me rappeler ce que Brit m'avait dit à propos de sa sœur.
La sœur de Brit était nettement plus jeune qu'elle, mais Sacha semblait avoir au moins 20 ans. Brit avait 25 ans. Je me suis rappelé que la différence d'âge était plus grande que cela. Je suis sorti, et Sacha s'était installée confortablement. « Que dirais-tu d'un film d'horreur » a-t-elle proposé. J'ai accepté, et elle a commencé à jouer à l'une des films de Conjuring. Je ne suis pas sûr lequel. Mon esprit était occupé à essayer de me rappeler quel âge avait cette fille. Elle m'avait déjà menti sur son apparence, donc je n'étais pas sûr qu'elle soit honnête sur son âge. « Quel âge as-tu ? J'ai oublié ce que disait ton profil. »« 22 ans, a-t-elle répondu. Je savais que c'était un mensonge. J'ai souri et hoché la tête. D'accord, je voulais juste m'en assurer. On ne peut jamais être trop prudent. Mon ami a eu des ennuis parce qu'il est sorti avec une fille qui avait menti sur son âge. Je ne peux pas imaginer ça, a-t-elle fait semblant de trouver ça horrible. Nous nous sommes concentrés sur le film. C'était difficile de faire attention parce que je continuais à essayer de me rappeler ce que Brit m'avait dit à propos de sa sœur. Elle avait dit qu'elle était folle. Je n'étais plus sûr de vouloir coucher avec elle parce que Sacha m'avait déjà trop menti. À mesure que le film avançait, Sacha se rapprochait de plus en plus. Quand quelque chose sursautait à l'écran, elle enfouissait sa tête dans ma poitrine. J'ai mis mon bras autour d'elle pour jouer le jeu, mais des alarmes retentissèrent dans ma tête. Quand le chat de la famille est mort dans le film, tout ce que Brit m'avait dit à propos de sa sœur est revenu en force. Je n'avais rencontré sa sœur qu'une seule fois, il y a 3 ans, alors qu'elle avait 14 ans, donc maintenant elle avait 17 ans. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre d'anxiété. Brit m'avait dit qu'ils avaient dû l'envoyer loin parce qu'elle continuait à tuer les animaux de la famille. Ses parents étaient finalement intervenus quand elle avait opéré sur l'enfant qu'elle gardait. Elle avait ouvert le bras de l'enfant et joué avec ses veines. L'enfant avait fini avec des dommages nerveux et n'avait plus l'usage complet de sa main. Ensuite, Brit avait dit que sa sœur lui avait dit qu'elle voulait voir des os humains encore dans le corps. Je sentais que j'allais vomir. Sa sœur, lors de cette première rencontre, s'était accrochée à moi. Elle ne me lâchait pas. À l'époque, je pensais que c'était mignon qu'elle ait un béguin pour moi. Brit ne trouvait pas ça mignon, elle semblait perturbée. Elle m'avait dit ensuite que sa sœur n'était pas normale et n'avait jamais eu de sentiments romantiques pour qui que ce soit. Je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait. J'ai arrêté le film et je me suis tourné vers elle. « Tu sais, je suis très fatigué. Je suis désolé de couper ça, mais je pense que tu devrais partir. » Ses yeux brillants se sont assombris. « Tu ne m'aimes pas ou quelque chose comme ça ? » ?»« Non, ce n'est pas ça. Je suis juste fatigué. »« Tu sembles bien pour moi ?» Elle s'est éloignée de moi, mais ne semblait pas vouloir partir. « D'accord, je t'ai menti. Je pensais que l'honnêteté serait la meilleure solution. Je sortais avec ta sœur. Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans. Au début, je pensais que ça irait. Ta sœur ne s'intéresse pas à moi. Mais je ne peux pas me sortir de la tête que ce n'est pas correct. »« Ce n'est pas mal, » a-t-elle dit, sans être affectée par ma révélation. « Je sais que tu sortais avec Brit. Je me souviens de toi. »« Alors, pourquoi as-tu agi comme si tu ne le savais pas ?» ai-je demandé, avec un peu de colère dans la voix. « Je ne voulais pas t'effrayer. J'ai eu un béguin pour toi pendant longtemps, » a-t-elle dit avec un sourire espiègle, non pas séduisant, mais malveillant. Sacha s'est levée et a commencé à explorer l'appartement à nouveau. Elle a fait glisser son doigt sur les bibelots et les livres de mon colocataire. « Tu as aussi 17 ans. Je vais avoir 18 ans dans quelques mois. Je ne dirai à personne. » Elle a essayé de paraître innocente. J'ai secoué la tête. « Je voudrais que tu partes maintenant. » Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu son grognement et elle s'est précipitée vers moi. Je me suis retourné pour voir qu'elle avait saisi un objet en verre lourd appartenant à mon colocataire et courait vers moi. Je me suis écarté et elle s'est écrasée contre la porte. Elle a dû se cogner la tête parce qu'elle s'est effondrée sur le sol et semblait inconsciente. J'ai vérifié si elle respirait encore. J'ai appelé Brit pour qu'elle vienne la chercher. Quand Brit est arrivée, elle était paniquée. « Est-ce que ça va ? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose ?» Mon cœur s'est réchauffé en voyant qu'elle était si inquiète pour moi. J'ai expliqué à Brit que sa sœur m'avait trompé, et quand je me suis souvenu de tout ce qu'elle m'avait dit, je lui ai demandé de partir. Brit a secoué la tête et a porté la main à son cœur. Elle m'a dit qu'une des raisons pour lesquelles ses parents avaient finalement envoyé sa sœur loin était parce que Brit avait lu dans le journal de sa sœur qu'elle voulait me trancher la gorge. « Ma gorge ?» ai-je demandé. Brit a hoché la tête.
Dans son journal, elle parlait de la façon dont elle aimerait explorer sous la peau. Elle voulait voir ta jugulaire, spécifiquement la tienne. Je me suis senti malade. Après que Brit ait emmené sa sœur, je me suis assis sur le canapé et j'ai fini ma bière. À peu près à mi-chemin de ma bière, la pièce a commencé à tourner et j'ai dû m'allonger. Je me suis évanoui et je me suis réveillé le lendemain matin. Sacha avait dû mettre quelque chose dans ma bière quand j'étais aux toilettes. Si j'avais bu plus, elle aurait probablement apprécié d'explorer sous ma peau. Je n'ai jamais réutilisé une application de rencontre. Je préfère rencontrer des gens à l'ancienne.